Les États-Unis ont accusé le gouvernement camerounais d'assassinats ciblés dans les régions du pays en proie à une profonde crise socio-politique, mais aussi les séparatistes armés de la minorité anglophone. Condamnation à mort d'une adolescente soudanaise pour le meurtre de son mari qu'elle accuse de l'avoir violée. Les faits ont poussé des militantes pour les droits des femmes à s'exprimer sur le combat dans le pays. Des pourparlers pour ramener la paix au Soudan du Sud en guerre civile depuis plus de 4 ans ont repris jeudi en Éthiopie. L'Union africaine qui dirige les travaux a promis de prendre des sanctions à l'égard de ceux qui feraient obstacle. Des militants indignés sont désormais plus déterminés que jamais à défendre les droits bafoués des femmes au Soudan. À la base, la condamnation à mort d'une adolescente pour le meurtre de son mari violeur. Mariée de force à 16 ans, Noura Hussein, aujourd'hui âgée de 19 ans, a été condamnée à la peine capitale il y a une semaine. Le cas de la jeune fille a suscité l'indignation, les militants des droits des femmes lançant la campagne « Justice pour Noura » et l'ONU appelant à la clémence. Noura est condamnée à mort. Son cas nous a conduits tout près d'une exécution. La situation est dangereuse et les droits des femmes doivent être pris plus au sérieux pour que nous puissions les protéger et qu'elles se sentent en sécurité. Le cas de Noura a été mis en avant par les médias et les ONG, mais il y a des dizaines de milliers de cas comme celui de Noura dans notre communauté dont personne n'entend parler. Les lois au Soudan sont un mélange entre la charia et les traditions communautaires. Les femmes sont aujourd'hui oppressées par ces lois. Oui, les lois en elles-mêmes ne suffisent pas à résoudre complètement le problème, mais elles peuvent offrir un bon environnement pour respecter les droits des femmes. Néanmoins, de mauvaises lois créent un environnement qui oppresse les femmes. Selon Amnesty International, lorsque Noura Hussein a refusé de consommer son mariage, son mari a appelé 2 de ses frères et un cousin pour qu'ils l'aident à la violer. Le lendemain, alors qu'il essayait à nouveau de la violer, elle l'a poignardée à mort. Mais la Cour n'a pas reconnu le viol. Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. Après l'échec d'un précédent round de discussion en février, des dizaines de délégués du gouvernement et des différents groupes rebelles se sont rendus à Addis Abeba pour cette nouvelle négociation supervisée par l'organisation régionale IGAD. Il serait injuste de prétendre que la décision de l'Union africaine de prendre des mesures punitives contre ceux qui tuent ou contribuent chaque jour à tuer des gens est injustifiable, a prévenu Koué Karté, le vice-président de la Commission de l'Union africaine. L'Union africaine et ses partenaires feront prendre des sanctions sans faillir, a-t-il affirmé. L'échec de février amène toutefois à se montrer prudent, les observateurs soulignant que les positions des uns et des autres sont encore très éloignées et que le gouvernement semble avoir pris le dessus militairement, ce qui l'incite peu au compromis. Ces discussions, prévues pour durer 5 jours, visent à réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et maintes fois foulé aux pieds depuis. Elles doivent tourner notamment autour de nouvelles modalités de partage du pouvoir et de nouveaux arrangements sécuritaires, les points les plus contestés qui ont empêché tout accord jusqu'à présent. La pression de la société civile sud-soudanaise se fait chaque jour plus forte en faveur de la paix. Dans l'histoire du monde, toutes les guerres se terminent par le dialogue, a rappelé l'archevêque Justine Madi, l'un des principaux leaders religieux sud-soudanais. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Depuis, de nombreux cessez-le-feu ont été signés sans jamais être respectés. Le dernier en date avait été signé le 24 décembre à Addis Abeba sous l'égide de l'IGAD. Il avait été violé dès son entrée en vigueur. Du côté du gouvernement, il y a eu des assassinats ciblés, des détentions sans accès à un soutien juridique, à la famille ou à la Croix-Rouge, et des incendies ainsi que des pillages de villages dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, a indiqué dans un communiqué l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun.
Peter Henry Berlerin, dont le test a été publié à la suite d'une rencontre jeudi à Yaoundé avec le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, accuse aussi les séparatistes de meurtre de gendarmes, enlèvement de fonctionnaires et incendie d'écoles. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. D'abord cantonnés aux attaques contre les symboles de l'État, les séparatistes ont commencé début 2018 à menacer de kidnapper des fonctionnaires et des francophones et aussi de s'en prendre aux entreprises étrangères qu'ils accusent de soutenir Yaoundé. De nombreuses écoles ont aussi été brûlées ces derniers mois. Le gouvernement central a répondu par un fort déploiement de forces de sécurité dans les deux régions anglophones sur les 10 que compte le pays. Les deux parties en conflit se sont engagés dans une rhétorique qui déshumanise la partie adverse, a encore déclaré l'ambassadeur américain qui demande au chef de l'État camerounais d'utiliser son leadership pour encourager les deux parties à s'écouter. Selon le Centre international Crisis Group, au moins 120 civils et au moins 43 membres des forces de sécurité ont été tués depuis fin 2016. Le bilan côté séparatiste est inconnu. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria selon l'Agence nigériane de gestion des urgences. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans le combat pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. En Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes assurent que l'autonomisation de la femme souffre d'un déficit d'engagement. Dans le temps passé, les femmes étaient plus à la cuisine. Mais aujourd'hui, toute femme ou chacun, aujourd'hui, moi-même, je suis en train de courir pour aller au travail. C'est bien, mais je pense qu'il faut encore, par exemple, dans des entreprises comme ça, les chefs d'entreprises comme ça, la plupart du temps, ce sont des garçons. Maintenant, on voit qu'il y a des femmes. Donc, je pense que l'État doit insérer des femmes un peu dans presque tous les secteurs parce que ce sont des personnes aussi. Elles peuvent faire ce que l'homme aussi peut faire. Il y a quelques années, le gouvernement ivoirien s'était fixé pour objectif de faire passer de 10 à 20% le nombre de chefs d'entreprise d'ici à 2017. Il n'existe pas de chiffres officiels pour établir un bilan, mais le ministère de la Femme est formel. Il assure que des progrès significatifs ont été accomplis. L'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire se fait à travers d'abord l'autonomisation financière. Nous avons des fonds spéciaux qui ont été mis en place, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de Madame la Première Dame, le fonds Femmes et Développement qui est logé même au sein du ministère et un fonds important pour les femmes entrepreneurs qui est logé au ministère du Commerce et plusieurs autres fonds qui sont logés dans plusieurs structures du secteur privé. Au niveau de la CEDEAO, la question de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes constitue un réel problème à l'heure actuelle. La CEDEAO encourage ses États membres à adopter toutes les mesures législatives et réglementaires tendant à assurer aux femmes l'égalité d'accès à toutes les opportunités économiques. Suite au lancement du projet, 50 millions de femmes ont la parole au niveau régional. La cellule Côte d'Ivoire, devant coordonner et exécuter les recommandations de la plateforme, a été installée. Elle devrait permettre de disposer dans les jours à venir de données fiables et exactes, tant sur les PME dirigées par les femmes en Côte d'Ivoire que sur les produits des institutions financières du pays. Selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le nombre de morts dus à Ebola en RDC s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés. L'épidémie est apparue au début du mois de mai dans une zone rurale du nord-ouest de la RDC avant de se propager à Mbandaka, ville d'environ 1,5 million d'habitants située sur le fleuve Congo et reliée à Kinshasa par de nombreuses
nombreuses liaisons fluviales. Ce cas augmente le risque de propagation en RDC et dans les pays voisins selon l'OMS. Plus de 300 personnes auraient eu des contacts directs ou indirects avec des malades d'Ebola à Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur, a-t-on appris de sources médicales. Un comité d'urgence de l'OMS doit décider à Genève si la situation constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. Et face à la menace, des pays voisins de la RDC se sont déclarés vendredi en état de haute alerte. 5 des 6 États membres de la communauté d'Afrique de l'Est partagent une frontière avec la RDC et tous entretiennent des échanges commerciaux avec d'importants trafics transfrontaliers, a rappelé cette organisation sous-régionale, soulignant qu'aucun cas d'Ebola n'a encore été identifié dans la région. Le AC regroupe le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi. Seul le Kenya n'a pas de frontière avec la RDC. Par ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations a annoncé le déploiement d'épidémiologistes et de personnel médical à Kinshasa et sur 16 points d'entrée aux frontières de la RDC pour tenter d'empêcher la propagation d'Ebola. C'est la première réunion du Conseil supérieur de la défense nationale burkinabé sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré. Le but de ces assises tenues à Ouagadougou est de faire un état des lieux de la situation sécuritaire du Burkina Faso, notamment dans le nord du pays. Suite aux assassinats d'un maire et d'un préfet, le président burkinabé a donné des instructions pour que tout le dispositif sécuritaire soit revu afin d'assurer au mieux la sécurité des représentants de l'État et des populations. À l'issue de la session du Conseil supérieur de la défense nationale, le secrétaire général de la défense nationale burkinabé a déclaré que des instructions ont été données pour une montée en puissance des forces burkinabées sur le terrain. Et à cet effet, les effectifs ainsi que le matériel militaire seront revus à la hausse. Les forces de sécurité bénéficieront à ce titre d'une formation pour renforcer leurs capacités. Autre information issue de ces assises du Conseil supérieur de la défense nationale burkinabé, compte tenu du contexte de la lutte contre le terrorisme, la loi sur la politique de la défense nationale au Burkina Faso sera également révisée de manière fondamentale, a souligné le président Roch Marc Christian Kaboré. Organisé par l'École africaine de danse cérémonielle et royale, le concours national de chant et de danse dans les langues nationales FON, Bariba et Dintamari a connu la participation de 10 groupes représentants des collèges d'enseignement général, des complexes scolaires et lycées de diverses localités du Bénin. Cette initiative a pour but, selon son promoteur, de hisser la culture au cœur de l'enseignement. D'abord, je voulais apprendre à ces enfants que dans notre langue, nous pouvons nous exprimer correctement en chantant l'hymne national. De deux également, je voulais les faire comprendre que nous devons faire la promotion de notre hymne national pour ne pas être trop en arrière par rapport à notre culture. Et aussi, nous voulons les amener à être nos porte-voix, ne serait-ce que pour permettre à ce que ceux qui n'ont pas mis pied à l'école, puissent les aider à chanter notre hymne national. Parce que quand nous chantons l'hymne, nous savons que l'hymne récolte beaucoup d'intérêt pour nous, chacun de nous béninois que nous sommes. Au terme des exhibitions sanctionnées par un jury composé de 5 membres désignés séance tenante, les établissements récipiendaires du trophée Gilbert Daillon au titre de la 2e édition du concours sont connus. Il s'agit du collège d'enseignement général Godomé qui a été retenu pour ses performances en langue fon, le collège d'enseignement général Bori de Ndali pour le Bariba et le complexe scolaire Les Élites de Natitenkou pour le Dintamari. L'innovation de cette 2e édition du concours inter-établissement de chant et danse sur l'hymne national en langue nationale est la danse.